Le contingent de fusiliers marins nord-américains, qui était en déplacement depuis plus d'une semaine du Japon vers le Moyen-Orient, vient d'y arriver. Cela a de nombreuses implications pour l'avenir du conflit contre l'Iran. Bien sûr, tout reste encore incertain, mais il est temps maintenant que vous compreniez de quel composant de fusiliers marins il s'agit, et surtout de quel navire s'agit-il, dont tout le monde parle. Ce navire en question qui vient d'arriver au Moyen-Orient, c'est l'USS Tripoli, un navire d'assaut amphibie. Ce type de navire est très spécialisé pour fournir un soutien, servant vraiment de base flottante pour une invasion amphibie contre une côte inconnue, ennemie étrangère par les forces des États-Unis dans ce cas-ci. Mais il est bon de souligner dès le début que ces navires d'assaut amphibies sont même assez courants dans les plus grandes marines du monde. Les Chinois, les Russes, les Anglais, les Français, tout le monde possède au moins un de ces navires, y compris la marine du Brésil. Et il s'agit essentiellement d'un navire qui ressemble à un petit porte-avions. Il possède un pont plat, n'est-ce pas ? Une piste plane pour l'opération aujourd'hui d'hélicoptères, mais aussi d'aéronefs à décollage court ou même vertical, et plus récemment même de drones. Mais une particularité de ce navire, c'est qu'il possède une baie interne qui sert de soutien et fournit toute l'assistance pour le lancement de petites embarcations. N'est-ce pas des embarcations avec des fusiliers marins, les fameuses embarcations de débarquement amphibie qui peuvent atteindre la terre directement depuis le navire lui-même. C'est un compartiment qui peut être inondé, donc les embarcations avec équipage en sortent et peuvent se diriger directement vers le littoral. Et bien que ce concept aujourd'hui, n'est-ce pas, soit assez répandu et bien connu, il a en fait commencé dans les années 30. Jusqu'à cette époque donc, dans les années 30, toutes les opérations de débarquement amphibie avaient reçu très peu de soutien aérien, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce moment-là, peu de nations dans le monde possédaient par des porte-avions pour amener des avions jusqu'aux côtes ennemies à attaquer. Et l'une de ces nations était le Japon, là-bas dans le Pacifique, n'est-ce pas ? Donc le Japon, lors de ses premiers débarquements qu'il a effectués là, au début des années 30 en Chine, a tout simplement utilisé des porte-avions. Les plus petits, n'est-ce pas, les porte-avions d'escorte, pour soutenir les navires qui servaient de navires-mères pour les embarcations de débarquement. Mais utiliser des porte-avions pour cette fonction de soutien au débarquement amphibie n'était pas une option judicieuse, parce que le porte-avions est conçu pour lancer des avions de supériorité aérienne, n'est-ce pas ? C'est essentiellement une arme offensive pour mener le combat en mer. Ce problème a donc été résolu par le Japon en 1934 avec le lancement et la mise en service du Shinshu-maru. C'était un navire qui avait la capacité d'embarquer en interne des dizaines de bateaux de débarquement et qui avait aussi la capacité prévue d'emporter environ 26 aéronefs. Ces aéronefs devaient être catapultés, n'est-ce pas, à l'aide de grandes catapultes situées sur la partie supérieure du navire, car ce navire n'avait pas de pont plat, il n'avait pas de piste d'atterrissage. Mais cette capacité du Shinshu-maru, cette capacité à transporter des aéronefs, n'a jamais vraiment été mise en œuvre. Et il a passé toute sa carrière simplement comme un navire de soutien au débarquement amphibie. Cette capacité d'opérer des aéronefs a également été une prérogative, n'est-ce pas ? C'était un acte de pionnier du Japon lui-même. En 1942, avec le lancement de l'Akitsumaru, n'est-ce pas, la mise en service de l'Akitsumaru. Ce navire-là a vraiment été le premier à avoir un pont plat, n'est-ce pas ? Le premier qui a pu opérer des aéronefs officiellement dédiés à l'appui des opérations amphibies sur les côtes ennemies, n'est-ce pas ? Et il vaut la peine de dire que, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont toujours utilisé des navires de soutien au débarquement amphibie qui n'avaient pas de capacité aérienne, n'est-ce pas ? Les États-Unis comptaient beaucoup sur les porte-avions de flotte et surtout sur les porte-avions d'escorte pour soutenir ces opérations amphibies. Et rappelons qu'à cette époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et l'immédiat après-guerre, les débarquements amphibies étaient des opérations extrêmement complexes à réaliser, car le succès de telles opérations dépendait beaucoup de la géographie de la plage, du climat du moment, des vagues, de la marée. Tout cela influençait les chances de succès d'un débarquement amphibie ou non. Pourquoi ?
parce que la seule façon d'amener des soldats de la mer jusqu'à la plage était réellement d'utiliser des barges de débarquement. C'était réellement grâce à l'utilisation de navires amphibies qui arrivèrent jusqu'à la plage. Mais juste après la Seconde Guerre mondiale, certains changements très radicaux allèrent changer cette histoire à jamais. Le premier de ces changements a été l'introduction des catapultes sur les porte-avions, qui curieusement n'existaient pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions décollaient essentiellement par leur propre puissance. Mais avec l'introduction des jets, la capacité de faire cela était devenue très limitée, et les jets ont donc eu besoin de catapultes pour être lancés dans les airs. Et cela a encore davantage éloigné le porte-avions de son rôle de soutien aux opérations amphibies. Un autre changement très révolutionnaire a été l'introduction de l'hélicoptère comme moyen de réaliser des assauts amphibies. Au début de la guerre de Corée, les premiers hélicoptères américains ont commencé à effectuer des insertions ponctuelles de troupes sur le terrain. Cela a changé beaucoup de choses. Premièrement, cela a supprimé le besoin de planeurs, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où il était encore essentiel 5 ans plus tôt, et a aussi rendu tout plus précis. L'hélicoptère ne devenait pas inutile. Après l'atterrissage comme le planeur, il pouvait simplement redécoller et refaire le trajet, transportant encore et encore des groupes de soldats entre deux points. Alors, dans l'esprit des stratèges navals, il est devenu très évident que l'hélicoptère était le moyen d'assaut amphibie du futur. À partir de ce moment-là, tout le monde devrait penser aux hélicoptères pour mener des assauts contre les plages ennemies. Et cela réduirait considérablement l'utilisation des barges de débarquement. Très bien. Qui était-ce ? Le premier pays à utiliser des hélicoptères lors d'un assaut amphibie fut le Royaume-Uni, lors de la crise de Suez ou guerre de Suez en 1956. Justement pour débarquer des troupes afin de pouvoir capturer le canal de Suez, le Royaume-Uni a utilisé 2 porte-avions d'escorte, le HMS Auchon et le HMS Thésée, transformant ainsi ces navires en navires de soutien aux assauts amphibies, parce que chacun de ces navires a accueilli l'équivalent d'un bataillon de soldats et plusieurs hélicoptères qui ont commencé à opérer depuis leur pont. Ce sont donc ces hélicoptères qui ont transporté ces soldats jusqu'à la côte égyptienne. En voyant cet exemple-là, qui a été réussi, du moins dans un premier temps, oui, ça a été un succès. Les États-Unis commencent alors à effectuer des essais similaires de leur côté, et les premiers essais que les Américains réalisent consistent à convertir 3 porte-avions de la classe Essex, 3 de ces grands porte-avions de l'époque, en navires de soutien aux assauts amphibies. Donc ces 3 navires, qui ont été convertis à partir de porte-avions Essex, représentent une transition de concept, une transition de moyens, une transition de pensée, jusqu'à la configuration de la première classe de navires de soutien aux assauts amphibies, qui sera lancée en 1959. La construction de la classe Iwo Jima sera approuvée et le premier navire de cette classe, l'USS Iwo Jima, sera mis en service en 1969. Et au total, 7 navires de la classe Iwo Jima sont construits et mis en service. Ces navires-là révolutionnent toute la pratique des opérations des fusiliers marins. Parce qu'avant ce moment-là, imagine ça. Jusqu'à ce moment-là, les fusiliers marins dépendent vraiment de navires de la marine, qui sont adaptés pour leurs opérations. Et ce n'est pas que tout a changé du jour au lendemain, mais à partir de l'introduction des navires de soutien aux assauts amphibies, les fusiliers marins avaient un navire dédié à leur fonction, n'est-ce pas ? Vraiment dédié qui remplissait les 2 fonctions, amener les soldats de la mer jusqu'à la plage et aussi par les airs, n'est-ce pas ? Grâce aux hélicoptères, protéger ces soldats ou même les déposer sur le sable. Il faut dire qu'à ce moment-là, assaut amphibie. Offrir une protection au débarquement, pas seulement débarquer. Les troupes sont assez limitées car ils utilisent uniquement des hélicoptères. Vous pouvez compter peut-être sur des hélicoptères d'attaque. Mais rien de bien supérieur à cela jusqu'à l'introduction du Harrier Jump Jet en 1969.
Certains autres concepts d'avions de supériorité aérienne à décollage vertical ou à décollage court avaient déjà été testés auparavant. Mais le Harrier britannique a été le premier modèle occidental à vraiment réussir à devenir une arme opérationnelle, n'est-ce pas? Tellement que les propres Marines des États-Unis ont adopté le Harrier Nescospa, c'est un cas rare dans le schéma défensif nord-américain d'adopter un modèle étranger pour une fonction principale comme soutenir les débarquements amphibies. Alors le Harrier est devenu un moyen pour les fusiliers marins d'apporter un soutien, une protection, un appui-feu réel à leur débarquement. De cette façon, il boucle le cycle d'opération des navires d'assaut amphibies. Les Harriers sont connus sous le nom de VTOL ou VSTOL. VTOL signifie décollage et atterrissage verticaux et VSTOL signifie décollage et atterrissage verticaux ou courts. Vous voyez, le Harrier pouvait décoller non seulement à la verticale, ce qui consomme beaucoup de carburant, mais aussi lors d'un décollage court avec l'aide d'une rampe. Alors, on commence à voir sur certains navires d'assaut amphibies l'installation d'une rampe à la proue du navire. Enfin, les navires d'assaut amphibies commencent à opérer comme élément central d'un groupe d'attaque expéditionnaire. N'est-ce pas qui est un groupe d'assaut expéditionnaire ou groupe d'attaque expéditionnaire? Ce groupe d'assaut expéditionnaire, centré sur le navire d'assaut amphibie, comprend également des sous-marins, des destroyers et aussi un croiseur. Ce croiseur et ses destroyers servent à la protection, ou comme un parapluie de missiles, n'est-ce pas, qui assure la protection du navire principal. Un P-3 Orion, un avion de patrouille maritime, est également ajouté à ce groupe d'attaque expéditionnaire. Et la classe Wojima Nesospa, les 7 navires originaux, est complétée par la classe Tarawa, qui ajoute 5 navires supplémentaires à la flotte américaine. À partir de 1971, et aussi la plus grande d'entre elles jusqu'alors, c'est la classe Wasp de 1989, qui ajoute 8 navires de plus à cet inventaire, n'est-ce pas? Enfin, les États-Unis font vraiment un pari très important en 2014 avec la nouvelle classe America, qui compte 11 navires prévus, bien que jusqu'à présent, n'est-ce pas, plus de 10 ans après l'approbation de la construction de cette classe. Seuls 2 navires sont en service, l'USS America et l'USS Tripoli. C'est notre protagoniste d'aujourd'hui, n'est-ce pas? L'USS Tripoli, deuxième navire de la classe America, a été mis en service en 2020 et il est connu sous le nom de LHA-7 Landing Helicopter. Alors, quel est le complément aérien, n'est-ce pas, de cette USS Tripoli? Le Tripoli, il transporte environ 20 F-35. Les F-35 des fusiliers marins sont justement les F-35 qui ont la capacité de décollage et d'atterrissage vertical. Mais il transporte aussi un complément de V-22 Osprey, qui sont ces avions hélicoptères. N'est-ce pas? Ils sont extrêmement particuliers. Ils ont cette capacité de transformer leur vol de vertical à horizontal avec 2 grands rotors et ils peuvent transporter un complément assez important de fusiliers à l'intérieur de leur espace de chargement. Enfin, ils transportent aussi un complément d'hélicoptères. Seahawk, qui est la version navale du Black Hawk que tout le monde connaît, n'est-ce pas grâce au film La chute du Faucon Noir, l'un des hélicoptères les plus prolifiques de ces 40 dernières années. Mais où est-ce que ce navire est normalement basé? Il est basé à Okinawa, au Japon. En fait, il apporte son soutien au 31e MEU, vous entendez souvent ce terme, MEU, qui signifie Marine Expeditionary Unit, ou groupe expéditionnaire de fusiliers. Le 31e groupe expéditionnaire de fusiliers est basé à Camp Schwab, là-bas à Okinawa, sur l'île d'Okinawa. À ce moment-là, avec ce déplacement du Tripoli vers le Moyen-Orient, il commence à faire partie d'un Amphibious Ready Group, ou groupe de préparation amphibie, dans lequel il fait partie d'une triade. C'est le Tripoli avec 2 autres navires, le San Diego et un 3e navire, qui sont des navires de débarquement. Donc à partir de ce moment-là, les États-Unis. Maintenant, à l'heure actuelle. Avec un groupe expéditionnaire de fusiliers marins qui est le 31e groupe composé d'environ 2200 fusiliers marins. D'accord? Sur ce total de 2200, environ la moitié sont de véritables fusiliers, les gars qui partent à l'attaque.
Le reste du contingent est constitué de troupes de soutien, n'est-ce pas, des troupes d'appui, enfin tous les autres services qui soutiennent l'infanterie de marine, n'est-ce pas, les fusiliers marins qui partent vraiment au combat. Et, à partir de ce point, n'est-ce pas, on reste dans l'expectative, parce qu'il n'y a encore aucune intention claire de la Maison-Blanche d'ordonner à ses fusiliers d'attaquer une cible A ou une cible B. Quelles seraient ces cibles potentielles? Il y a deux îles, n'est-ce pas? Ce sont deux îles dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont l'île de Kharg, n'est-ce pas, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos ici, mais aussi l'île d'Ormuz. L'île d'Ormuz donne son nom au détroit d'Ormuz. Et on a vu que le principal foyer de la guerre, n'est-ce pas, a changé par rapport au premier jour. Là-bas, avec le président Trump disant qu'il voulait une reddition inconditionnelle de l'Iran, n'est-ce pas, c'est-à-dire le renversement complet du régime. Mais récemment, la principale demande est devenue la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qu'avant d'essayer d'obtenir quoi que ce soit concernant un changement de régime, les États-Unis doivent maintenant se concentrer sur la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est là-dessus que Donald Trump se concentre en ce moment, n'est-ce pas? Et cela donne une indication. Personne ne dit que ce sera A ou B. Que probablement l'île de Kharg, aujourd'hui, elle est considérée comme un objectif secondaire. Et que le premier objectif, en réalité, serait l'île d'Ormuz, ou l'une des autres îles. Là-bas, dans le détroit d'Ormuz, pour essayer de rouvrir le détroit une fois que le détroit serait rouvert. C'est alors que vous pourriez attaquer une île comme l'île de Kharg, là-bas, afin de nuire à la guerre économique de l'Iran, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous n'avons encore aucune confirmation, d'ailleurs nous attendons toujours le délai, n'est-ce pas, de la trêve que Donald Trump a proposée et mise en œuvre avec l'Iran de 5 jours supplémentaires. Donc on ne sait toujours pas avec certitude quel est le destin du Tripoli et aussi des fusiliers marins qu'il transporte. Et maintenant, dis-moi, connaissais-tu déjà l'histoire des navires d'assaut amphibies? Tu savais déjà d'où ils venaient et comment ils fonctionnent? Aujourd'hui, tu penses que ces fusiliers marins seront vraiment utilisés dans des opérations amphibies contre l'Iran? Dis-nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mais aussi, mets-nous un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien rater. Je vais m'arrêter là. Merci encore pour ton écoute et une grande accolade de la salle de guerre.